Je pense que Dominique doit être en train de se reconnecter. Alors, je vais peut-être commencer par une question. Je ne sais pas si elle est là, Dominique. Bon, tu reprends la main dès que tu reviens. Je vais regarder déjà s'il y en a. Je vais commencer par une question en fait qui m'a été posée. J'avais fait une présentation il y a quelques jours là dans une autre et on m'avait demandé s'il allait avoir encore de la transplantation, s'il y avait encore besoin de la transplantation pour les patients atteints de mucoviscidose étant donné l'arrivée justement des trithérapies. Et c'est une très bonne question. Je pense qu'en partie Julie Monquiquian y a répondu tout à l'heure avec l'étude des Canadiens. Qui montrait que en fait on allait gagner probablement 10 ans d'espérance de vie chez les patients atteints de mucoviscidose. Et je pense que cette estimation, en tout cas ce qu'on voit est probablement vraie, c'est-à-dire que voilà les patients aujourd'hui sont greffés. Alors j'ai pas la date exacte, l'âge moyen auquel les patients sont greffés, mais s'il est aujourd'hui de 30 ans, dire que probablement, effectivement, maintenant, ils seront greffés 10 ans plus tard, ou ils auront besoin d'une greffe, en tout cas, 10 ans plus tard, vers l'âge de 40 ans, voire même vers l'âge de 50 ans. Donc oui, je pense qu'on a encore besoin de la transplantation pour les patients atteints de mucoviscidose. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des patients qui reviennent sur liste. Voilà, ils sont dégradés. On a mis en place la trithérapie, mais la dégradation poursuit malgré tout. Certains patients reviennent sur liste malgré tout. Donc oui, on a encore besoin de transplantation, mais probablement pour un certain nombre de patients, ça va reculer l'échéance de la transplantation de plusieurs années, 5 voire même 10 ans. Et après, effectivement, s'il y a d'autres traitements modulateurs qui arrivent sur le marché, tout aussi efficaces, on peut espérer effectivement reculer, voilà, arriver à greffer les patients atteints de mucoviscidose au même âge que les patients atteints de BPCO, c'est-à-dire à 50 ou 60 ans. Voilà. Je vais lire, je vois d'autres questions. Alors, attendez, je ne sais plus dans quel ordre. Si vous voulez, je peux vous aider. Alors, il y a une première question qui est: y a-t-il en France des patients transplantés en 2020, toutes causes confondues, mais non Covid, qui avaient été infectés par le Covid dans les semaines ou mois précédant la greffe? Et si oui, a-t-on notion d'une inflammation artérielle anormale compromettant le pronostic de greffe? Cela vient d'être décrit pour les greffes rénales. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Je ne vais pas trop m'avancer parce que du coup, alors je sais que l'hôpital Foch l'a communiqué là sur un patient qui a été transplanté pour Covid, mais bon, voilà, qui était en SDRA. Donc, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de contre-indication à aller à la greffe chez les patients qui ont eu le Covid. Peut-être Dominique qui revient. Et il n'y a pas de contre-indication. Oui. Donc, pour moi, il n'y a pas de contre-indication. Après, je ne sais pas s'il y a eu des patients qui ont eu le Covid, qui en ont guéri, qui ont été greffés après. Je ne saurais pas répondre à cette question. En tout cas, pas à Nantes, pas chez nous. Alors peut-être dans d'autres centres, notamment à Foch. Tu peux peut-être parler effectivement de votre patient que vous avez greffé pour SDRA Covid. Oh, je pense que effectivement, pour l'instant, c'était une première pour nous. C'était effectivement un patient qui nous avait paru être le candidat dans ce type de pathologie, on va dire candidat qui nous paraissait recevable, sinon idéal, avec pour l'instant effectivement des suites complexes, mais comme on peut le voir dans des tas d'autres situations, et donc à suivre. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça nous a paru être quelque chose de très important que de pouvoir offrir à des candidats très sélectionnés, porteurs de cette pathologie, la possibilité de s'en sortir avec une transplantation. Voilà. Peut-être une question, Adrien, concernant la dysfonction chronique dans le phénotype un peu particulier des patients jeunes. Est-ce que de Colt, vous avez pu tirer des enseignements particuliers, hormis les affaires de non-observance particulière sur ce terrain? Alors non, on avait fait une étude. Alors là, il y a d'autres études qui sont en cours
avec plus de recul, parce que là, maintenant, pour certains patients, effectivement, les premiers patients, on a quasiment 10 ans de recul. On avait fait une étude, on avait recherché effectivement les facteurs de risque de faire une dysfonction chronique du greffe pulmonaire, et l'âge ne rentrait pas en ligne de compte. Alors, c'était la première chose, et la mucoviscidose était plutôt un facteur protecteur vis-à-vis des autres indications de transplantation, qui étaient la fibrose pulmonaire et la BPCO. C'est-à-dire que la fibrose pulmonaire et la BPCO avaient plus de risques de développer une dysfonction chronique du greffon pulmonaire que les patients atteints de mucoviscidose. Donc, nous, on n'a pas retrouvé ça, en tout cas, dans les patients COLT. Après, je pense, et voilà, dans les mois à venir, on a peut-être une réponse différente avec là un recul beaucoup plus important que sur l'étude qu'on avait faite il y a 2-3 ans maintenant. D'accord, merci. Est-ce que les découvertes issues de COLT ont déjà modifié nombre de vos modalités de prise en charge dans la transplantation, après transplantation? Non. Préventive notamment. Oui, préventive, non, pas encore. C'est vrai que pour l'instant, ce dont j'ai parlé, MMP9, lymphocytes T régulateurs, tout ça, sont des informations finalement qui sont transversales, mais qui sont pas en pratique courante. Enfin, c'est pas des choses qu'on va doser, notamment chez les patients qui sont suivis chez nous et dans les autres centres. Donc, ça rentre pas encore, en tout cas, dans la prise en charge. L'idée, alors ça a coupé, je ne sais pas si les gens ont… L'idée, c'était effectivement que l'étude Prélude et de faire une étude prospective. Alors, l'étude Prélude a commencé en plein Covid, et c'est de faire une étude prospective avec moins de patients pour confirmer que les biomarqueurs qu'on a évalués et qu'on a mis en évidence dans COLT soient bien prédictifs. Et si ça, effectivement, ça marche, il faudra développer des tests multiples, parce que ce sera probablement pas un seul biomarqueur qui va nous aider à faire en sorte qu'on va prévenir le rejet en transplantation pulmonaire. C'est probablement une multiplicité de marqueurs, et notamment intégrer aussi voilà, le patient, il a peut-être la MMP9 qui est montée dans le sang, mais il a aussi une fibrose pulmonaire, enfin, il a été greffé pour une fibrose pulmonaire, donc il est à haut risque, et en plus, il a fait une dysfonction chronique. C'est pas la même chose que, par exemple, si on a un patient atteint de mucoviscidose. Alors oui, la MMP9 elle a monté, mais voilà, donc il faudra, à mon avis, trouver des systèmes intelligents pour intégrer les facteurs de risque, et pour pouvoir aider le patient, enfin le clinicien et le patient à prendre la décision de soit d'augmenter le suivi, soit au contraire, s'il y a très peu de risques, de diminuer le suivi. Pour l'instant, ça n'a pas été encore mis en pratique clinique. D'accord. Merci. Une question alors brève là. Posologie d'azithromycine, SVP, 250 mg jour sur 2 ou quotidien? Nous, on fait quotidien à Nantes. Après, je ne sais pas combien vous faites, vous. Quotidien aussi. Oui, quotidien, ouais. Compte-t-on des patients transplantés, des patients muco retransplantés aujourd'hui en France? Ah oui, bien sûr. Alors, la retransplantation, ça reste malgré tout une faible indication de transplantation pulmonaire. C'est très stable depuis des années. C'est aux alentours de 4-5% des patients greffés pulmonaires le sont pour une retransplantation. Alors après, j'avoue, je ne connais pas la proportion de patients mucos dans ces 4%, mais c'est vrai que les patients atteints de mucoviscidose sont probablement surreprésentés dans cette catégorie-là parce qu'ils sont plus jeunes. Quand on a été greffé pour une fibrose, pour une BPCO, et qu'on a un certain âge, c'est vrai qu'on n'ira pas forcément une retransplantation à plus de 60 ans. Enfin voilà, il y a des facteurs de risque qui peuvent intervenir, des comorbidités. Donc voilà, la retransplantation, c'est 4 à 5% des greffes annuelles en France. Et combien de patients mucos dedans, ça, je sais pas. D'accord. Alors, une question pour revenir un petit peu à l'affaire Covid. Est-ce que, à ta connaissance, en France, il y a eu des patients transplantés en 2020 qui avaient été infectés par le Covid dans les semaines ou dans les mois précédant leur transplantation? Alors, non, ça, je suis pas au courant. Je ne sais pas s'il y a eu des patients qui ont eu le Covid et qui ont été greffés ensuite. Pas pour le Covid, mais ça, j'ai bien compris. Mais nous, à Nantes, on n'a pas eu de patients sur liste qui ont qui ont été Covid positifs, pour répondre à la question. Je ne sais pas dans les autres centres. Mais nous, en tout cas, les patients qui étaient sur liste, ils étaient flippés comme les patients muco au début, donc ils sont beaucoup protégés. On n'a pas eu ce problème-là, en tout cas.
Peut-être pour rebondir, nous, à Foch, on a eu une patiente qui était en attente de retransplantation, une patiente muco, qui effectivement a développé la Covid sous une forme pas très sévère et qu'on a pu retransplanter après, alors je ne sais plus exactement si c'est 3 ou 4 semaines de la première PCR positive, alors que la PCR s'était négativée, avec des suites qui n'ont pas été compliquées d'infection virale jusqu'à ce jour, et ça fait un moment maintenant. Oui. Donc il faut être patient probablement, mais voilà. Alors, là c'est une remarque, je pense, plus qu'une question. 85% des patients seront éligibles au Kaftrio. Pour les autres, pas de solution de modulateur à ce stade. C'est vrai. Et donc des greffes encore pour cela. Et oui, des greffes encore pour cela. Je pense que effectivement la greffe, ça restera quand même, ça fera partie de l'arsenal thérapeutique pour les patients en mucoviscidose, peut-être pas au même âge, mais je pense que ça restera. Ils ont eu cette expérience-là, les transplanteurs cardiaques avec l'Entresto, qui était un traitement qu'ils mettaient pour l'insuffisance cardiaque, et ça a retardé l'échéance. Mais ils ont vu les patients revenir 5 ans après. Plus grave, mais voilà, ils avaient gagné en tout cas 5 ans, mais ils les ont vus derrière, voilà, un peu plus tard pour la greffe. Je lisais là une question de Pierre-Régis Burgel. Y a-t-il des cohortes comparables à Colt dans le monde pour la détection des facteurs identifiés dans Colt? Pas à ma connaissance, hein, Colt. Alors, il y avait une grosse cohorte qui avait été faite pour travailler sur la dysfonction primaire du greffon. Donc, c'est cette altération du greffon qui survient dans les 3 jours qui suivent la transplantation, donc très, très, très précoce. Ils avaient une grosse cohorte, ils avaient plein d'analyses dessus, mais sur la dysfonction chronique du greffon pulmonaire, non, il n'y en a aucune. Pour moi, Colt est la seule, et ce qui en fait d'ailleurs sa valeur. Et c'est la seule aussi parce qu'en fait, le rejet chronique en transplantation, ça survient 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans après la greffe. Donc, c'est vraiment du long suivi qu'il faut faire pour analyser ces patients-là. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et en ce sens-là, oui, l'étude de cohorte Colt est unique au monde. Hein. Encore d'autres questions? Quand sont prévus les résultats des antifibrotiques? Je sais pas, mais moi, normalement, il y avait une étude sur le nintedanib. J'ai pas vu de résultat. Alors, je vais peut-être passer à côté. Hein, tu m'arrêtes, hein, Dominique, si. Mais il y avait une étude sur le nintedanib qui devait sortir, enfin, qui était en phase d'être terminée. Donc, on ne devrait pas tarder à avoir des résultats. Il y a l'IHSLT là qui arrive bientôt, donc peut-être qu'on aura des informations. Il y a une étude en France qui est faite aussi sur les antifibrosants, mais avec des inclusions qui sont en cours, donc c'est pas pour tout de suite. Mais j'espère bientôt pour. Excusez-moi, c'était pas les résultats là qui devraient bientôt arriver. C'était pour la pyrphéridone, c'était pas pour l'intendanib, c'était pour la pyrphéridone dans le rejet chronique. D'accord, bah écoute, merci. Alors, il y a des questions qui continuent à arriver, mais je pense qu'il va falloir qu'on conclue bientôt cette première présentation. Merci beaucoup, Adrien.